On va passer une bonne heure sur la théorie de l'attachement, le lien vital, en faisant un zoom sur les postures parentales. Comme vous l'avez dit, j'espère que vous avez regardé le replay de la première conférence parce qu'il y a des notions que je vais utiliser ce soir, mais pour le coup, étant donné que je les ai déjà bien creusées la première fois, pour la première conférence, eh bien, je ne vais pas forcément y revenir. Voilà. Donc, j'aimerais pas que ça soit, qu'il y ait trop d'incompréhension, en fin de compte, à l'utilisation des termes. Bon. Moi, je suis installée très confortablement, comme je le disais tout à l'heure. J'ai un bon fauteuil, un coussin, de la tisane, il fait chaud, il fait bon. Je pense que c'est important de se mettre dans le confort. J'espère que vous vous êtes tous mis dans le confort. Je me dis que la théorie de l'attachement, que ce soit de façon théorique ou conceptuelle ou de façon méthodologique, hein, quand on l'aborde, la théorie d'attachement, elle vient forcément allumer quelque chose à l'intérieur de nous. Nous avons tous une histoire d'attachement. Et quand on parle de la théorie de l'attachement, on ne peut pas s'empêcher de repasser le film de son histoire, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses enfants, l'histoire de ses connaissances. Et c'est une théorie qui ne laisse pas indifférent. C'est pour ça que moi, je vous conseille de vous le mettre dans le confort, d'écouter, d'accueillir, et puis de laisser faire un petit peu ce cinéma intérieur qui va forcément se mettre en route. À la dernière diapo, j'ai indiqué mes coordonnées, numéro de téléphone, email. S'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez me dire après la conférence, d'ici ces prochaines semaines, eh bien, vous pourrez le faire. Voilà. Alors, sur quel bouton je dois appuyer pour que ça fonctionne? Eh bien, ça ne fonctionne pas. Attendez. Voilà. Alors, l'attachement, le lien vital, un petit rappel très, très rapide sur ce qu'on a vu à la première conférence. Le bébé est programmé pour s'attacher. Rappelez-vous, on l'a abordé ensemble au mois d'octobre. Nous avons à l'intérieur de nous un programme comportemental qui vise à nous attacher. C'est une question de survie. Il va déployer, l'enfant, tout un tas de comportements qui visent à créer la relation, à créer le lien avec un adulte plus fort, plus grand, qui aura la responsabilité de se mobiliser vis-à-vis de lui, de se rapprocher pour assurer sa survie et sa construction. Il vous amène à lui. L'enfant amène ses figures d'attachement à lui. Il s'en remet à ses figures d'attachement parce qu'il est totalement dépendant. L'exploration compte tout autant que l'attachement. Rappelez-vous, lors de la première conférence, j'ai pu mettre une image de balance. C'est-à-dire que l'attachement, c'est important, mais le soutien de l'exploration, c'est tout aussi important. Et l'extinction du système d'attachement va permettre l'exploration. Et c'est l'exploration qui fait qu'on découvre le monde extérieur, qu'on se tourne vers les apprentissages ou qu'on se tourne vers son monde intérieur pour mieux le connaître. Donc cette balance, elle est fondamentale. Un lien sécure est un facteur de protection. C'est pratique d'être sécure dans la vie. Ça permet plein de choses. Mais l'insécurité est un facteur de risque. Ce n'est pas pathologique, l'insécurité de l'attachement. C'est un facteur de risque. On est un tout petit peu moins équipé pour affronter certaines situations ou pour affronter le monde émotionnel qui se présente à nous forcément tous les jours. Seule la désorganisation est grave parce que c'est une peur sans solution. Donc ça met l'enfant dans une détresse où il ne voit pas comment il va pouvoir s'en sortir. On va en reparler. Si la météo se gâte, le porte-avions n'est pas loin. Rappelez-vous, lors de la première conférence, j'ai pu utiliser cette métaphore du porte-avions, métaphore du parent qui est à disposition pour permettre au petit avion de prendre son envol, d'explorer, mais surtout, qu'est-ce qui fait la sécurité de ce petit avion? Eh bien, c'est la certitude qu'il va pouvoir revenir se poser en cas de nécessité.
c'est une métaphore qui est très largement utilisée dans la théorie de l'attachement. L'attachement, c'est du berceau à la tombe. C'est John Bowlby qui le disait. Nous sommes perpétuellement en transformation jusqu'à la fin de notre existence et notre lien d'attachement se transforme lui aussi. Il s'enrichit, il se diversifie, il se complexifie, il peut se réparer. Malheureusement, il peut être entamé aussi. On va faire un zoom sur les postures des figures d'attachement, les postures parentales. C'est important de préciser que dans la théorie de l'attachement, on ne parle pas forcément des parents, on parle des figures d'attachement, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre soin et qui vont s'engager auprès de l'enfant. Cela ouvre des possibles. Il n'y a pas que les parents dans la vie d'un enfant. Dans la théorie de l'attachement, le terme qu'on utilise pour parler de ces postures, de ces actes qui visent à créer et à enrichir le lien d'attachement, c'est le caregiving. Si vous poursuivez au-delà de cette conférence et que vous trouvez ce terme dans la littérature, eh bien, vous saurez que ça a à voir avec les comportements, les attitudes des figures d'attachement à l'égard de l'enfant. Ce sont les actes de celui qui prend soin. Le caregiving, pour avoir une définition un tout petit peu plus précise, c'est l'ensemble des soins physiques et émotionnels prodigués à l'enfant dans le but de répondre aux besoins d'attachement et d'exploration. On retrouve cette idée de balance et d'équilibre. Le caregiving, c'est un système que l'on a en nous, nous les humains. Nous avons ce système, comme nous avons ce système d'attachement, nous avons en nous un système de caregiving, un système qui se déclenche lorsque nous sommes au contact de la détresse de l'autre. Ça favorise la confiance pour l'autre. Je vais dérouler, alors j'ai essayé de faire synthétique, précis et bien calibré, parce qu'il y a des tas de choses à dire sur le caregiving, mais j'ai essayé de dire l'essentiel, sans appauvrir. Le caregiving, il est constitué de proximité, de sensibilité et de partenariat. À l'intérieur du partenariat, on va retrouver la dimension du conflit. Et au mois de janvier, le 11 janvier, on fera un zoom, on fera une loupe sur cette dimension particulière de la situation conflictuelle, qui est très riche lorsqu'elle est éclairée notamment par la théorie de l'attachement. Alors, on va dérouler chacun des 3 points. L'enfant, pour pouvoir constituer un lien d'attachement suffisamment sécure, il a besoin de proximité. Il a besoin de vivre que le parent est là physiquement. Vous vous rappelez, lors de la première conférence, j'ai pu dire que le lien d'attachement, il se construisait sur la base des interactions réelles, quotidiennes, vécues. Le caregiving assure la proximité physique. On est là physiquement avec l'enfant, on se rapproche de lui lorsqu'il a besoin. On répond à ses appels. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, la proximité. Il a besoin de vivre le rapprochement lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il exprime une nécessité d'avoir recours à sa figure d'attachement, à sa base de sécurité, parce qu'il y a une situation à l'intérieur de lui ou autour de lui qu'il n'arrive pas à gérer. La proximité, c'est sentir qu'on le comprend légitimement. C'est aussi se sentir proche de l'enfant. C'est ça que ça veut dire. Il a besoin de sentir que l'adulte qui prend soin de lui le comprend, va dans son monde et que
un peu comme s'il se téléportait dans son univers d'enfant, concrètement, il pouvait se représenter ce qu'il vit. Le comprendre légitimement, c'est ça, c'est si j'étais à ta place, je pense que je vivrais la même chose. Et l'enfant a besoin, pour mettre la sécurité à l'intérieur de lui, qu'on se représente son monde interne. Il a besoin de proximité, il a besoin de vivre qu'il peut revenir à la base de sécurité, ce fameux porte-avions. On y reviendra tout à l'heure en image. Il a besoin de vivre la sécurité aussi dans la limite. La proximité, c'est lorsque le parent est disponible, bien évidemment, comme porte-avions, mais c'est aussi lorsqu'il lui dit « Eh oh, t'es trop loin, reviens ». Le parent assure la proximité aussi parce qu'il va faire revenir son enfant s'il perçoit qu'il se met en danger de quelque manière que ce soit. La proximité, c'est aussi constater que le parent est accessible. C'est vivre très concrètement que ce parent, eh bien, il peut y avoir accès. Accessible visuellement, accessible de façon auditive ou accessible par un contrat de retrouvailles. En bas de l'image, vous voyez ce mot « suffisamment ». C'est important de garder en tête, quand on étudie toute théorie ou toute méthodologie relationnelle, que la perfection, l'aspect vraiment théorique, parce qu'une théorie, c'est lisse, hein, c'est froid, c'est comme une recette de cuisine. Hein. La théorie renvoie toujours à quelque chose qui est un petit peu parfait. Et c'est pour ça que j'ai mis ce mot « suffisamment ». C'est-à-dire que l'enfant n'a pas besoin d'avoir en face de lui des parents, des caregivers, qui aient une attitude parfaite, sans faille. Chez les humains, ça n'existe pas. Et l'enfant n'a pas besoin de ça. Il a besoin de proximité suffisamment. Ça serait intéressant qu'on discute sur à quoi on voit que c'est suffisant. On n'aura peut-être pas l'occasion là ce soir, mais c'est une question qu'on peut se poser. Alors, je me fais proche. Moi, parent, figure d'attachement, la personne qui s'est engagée auprès de cet enfant, je me fais proche. Je me rapproche en cas de détresse, lorsque je vois sur son visage qu'il est en difficulté, quand je vois dans son comportement qu'il est en difficulté, mais j'anticipe le danger aussi. Je le prends dans les bras, je réponds aux bras tendus, je comprends ce qu'il vit, je me sens concernée par son point de vue, je valide son point de vue. Son point de vue étant légitime, je viens de dire, ben oui, à ta place, je pense que je pourrais avoir envie de la même chose ou je pourrais ressentir la même chose, je te comprends. Je comprends que toi, ce que tu voulais, c'était ça. Et puis, il s'est passé autre chose. Alors forcément, tu étais décontenancé. L'enfant a besoin de passer par un autre. Rappelez-vous, lors de la première conférence, j'ai pu évoquer, c'était Belsky, qui disait, avant qu'il y ait un soi, il y a un autre. Il faut passer par un autre humain pour pouvoir se construire. Et la proximité, cette dimension de la relation du caregiver, c'est exactement ça. C'est, tu peux passer par moi, caregiver, parce que je me représente ton monde et je t'en renvoie quelque chose. Donc, à force des interactions quotidiennes, eh bien, le fait que l'adulte renvoie à l'enfant ce qu'est son monde, qu'il y a un autre humain qui se le représente, eh bien, l'enfant met à l'intérieur de lui une compréhension, une perception. Il organise son monde interne et son point de vue. Alors, je me fais proche. Je lui dis, par exemple, je suis là, je viens, j'arrive, tu as besoin d'un câlin, je comprends ce que tu vis, je comprends que pour toi, ce soit important.
Je ne te laisserai pas en danger. On ne cesse de changer dans la vie. C'est normal qu'un jour, on ait envie de ça, et puis un autre jour, eh bien, on se transforme et on a envie d'autre chose. C'est la loi de la vie, le changement. C'est aussi, dis-moi, montre-moi, si je ne comprends pas, moi, figure d'attachement, parce que forcément, il y a une part du monde de l'autre qui nous échappe toujours, eh bien, c'est aussi lui dire, dis-moi, montre-moi qui tu es, ce que tu veux, ce que tu penses, comment, ce que tu veux me dire. Ces paroles s'enracinent. Ce sont des racines virtuelles qui vont permettre à l'enfant de s'ancrer dans son existence et dans son sentiment de continuité. Est-ce que ça va, Coralie? Tout va bien? Tout se déroule bien? La seconde dimension fondamentale du caregiving, c'est la sensibilité. L'enfant, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être rejoint dans ses éprouvés. Il a besoin qu'on reconnaisse ce qu'il ressent. Il a besoin qu'on l'aide à se réguler. Chez le tout petit, l'émotion, c'est une tempête émotionnelle. Et ça va le rester. Bien sûr, ça va s'arranger avec les années, mais ça va le rester pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'émergence, le mouvement des émotions à l'intérieur d'un enfant, ça peut ressembler à une tempête émotionnelle, à quelque chose qui vraiment le traverse et le bouleverse, et face à laquelle il ne peut rien faire, ou face à laquelle cette tempête, eh bien, il est incompétent vraiment pour la canaliser. C'est pour ça qu'il a besoin d'un secours extérieur. Et il s'en remet à son caregiver pour avoir accès à tout ce qui va pouvoir l'apaiser, revenir à un niveau d'homéostasie. Ça aussi, c'est un terme que j'ai utilisé lors de la première conférence. Il a besoin de sentir que sa détresse est perçue, qu'on ne passe pas à côté. Il a besoin qu'on donne un sens à ce qu'il ressent. Tout seul, il ne peut pas se dire « tiens, ça c'est de la faim, tiens, ça c'est de la peur, tiens, ça c'est de l'inconfort ». Il a besoin de passer par un autre humain pour pouvoir mettre ce sens à l'intérieur de lui. Et c'est sur la base des interactions quotidiennes, des réactions de ses caregivers à son égard, qu'il va mettre à l'intérieur de lui le sens, la légitimité et le sens. Dire « ah, je suis légitime à ressentir ce que je ressens ». C'est tout à fait pertinent par rapport à la situation. Il a besoin que l'on s'ajuste et qu'on se réajuste. Ce n'est pas forcément très évident d'avoir la bonne réponse face à l'enfant. Il y a des fois, on ne comprend pas tout à fait son besoin, on a du mal à le réguler. Le fait que l'on cherche avec lui ce qui se passe pour lui, qu'on reste là, qu'on tienne la distance jusqu'à sa régulation, jusqu'à son apaisement, que l'on ait compris ou pas compris, eh ben, ce n'est pas très très grave. Mais le simple fait qu'il sente qu'on est engagé dans une compréhension de ce qui lui arrive et qu'on s'engage auprès de lui pour l'aider à trouver des solutions pour retrouver un certain apaisement. Et qu'on cherche, qu'on s'ajuste et qu'on se réajuste. C'est comme ça qu'il apprend à réguler son monde intérieur. C'est parce qu'il y a un autre humain qui sait quotidiennement, ou des autres humains. Je vous rappelle que l'enfant, il a 2, 3 figures d'attachement principales. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 personnes autour de soi pour construire un lien d'attachement suffisamment sécure. Mais c'est grâce aux personnes et aux relations quotidiennes qu'il va pouvoir organiser son monde intérieur et mettre à l'intérieur de lui cette espèce de machine existentielle, de machine qui lui permet
de réguler, d'apprendre à réguler et donc à trouver des solutions internes pour retrouver son homéostasie. Il a besoin de sentir qu'il compte suffisamment. Alors, je me fais sensible. Si je suis en position de caregiver, j'ai tout intérêt à me faire sensible. Comment est-ce qu'on se fait sensible? Eh bien, on observe l'enfant. On observe, c'est sur lui, c'est en lui que j'ai l'information de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. On a tout intérêt à être attentif à la musique de ses pleurs, à la musique de ses mots lorsqu'il apprend à parler. On a intérêt à l'observer parce qu'on va apprendre à le connaître, à connaître sa manière d'exprimer ses émotions sur son visage, sur son comportement. La sensibilité, ça passe forcément par l'observation. Je sens en moi ce qu'il ressent. Ça aussi, c'est la sensibilité. De façon suffisante, l'enfant, il a besoin que ses caregivers se laissent traverser par ses propres émotions. Lors de la première conférence, j'avais mis une image d'un bébé qui pleurait. Et je pense que quand on voit ce petit visage tout chiffonné et tout déformé par les pleurs et ses grosses larmes, eh ben, on ressent à l'intérieur de soi quelque chose de similaire. Alors, on n'est pas obligé de se brancher 24 heures sur 24 sur les ressentis de son enfant, bien évidemment, mais de lui faire vivre cette expérience le plus régulièrement possible, dans une majeure partie des interactions, que l'on comprend de l'intérieur ce que ça fait. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de se dire, mais à quoi je sais à l'intérieur de moi que je suis triste? À quoi je sais à l'intérieur de moi que je suis en colère? Quelles sont les informations qui me donnent cette précision? Parce qu'un jour, ça peut être utile de lui en parler. Il a besoin qu'on donne un sens à ses émotions. Un sens, c'est une explication. Une émotion, elle a toujours sa raison. Une colère a toujours sa raison. Un chagrin a toujours sa raison. Une peur, une tristesse, un chagrin, une colère, une frustration a toujours sa raison. L'émotion, elle a toujours sa raison. Et il a besoin qu'on lui dise, ben oui, ce que tu exprimes a sa raison. Alors, le comportement qui suit l'émotion n'est pas toujours acceptable, mais l'émotion, elle devrait être forcément acceptable. Je répare mes erreurs. Lorsque je me fais sensible, je répare mes erreurs d'interprétation. Je dis, mais j'avais pas compris. Je croyais que c'était ça, et puis en fin de compte, il se passait autre chose pour toi. Je n'avais pas compris. Alors, je t'ai donné ça, et puis en fin de compte, c'est autre chose que tu voulais, que tu attendais. Ah, mais bien sûr, bien évidemment. Voilà. L'enfant, il n'a pas besoin d'une réponse ajustée au millimètre. Il a besoin de sentir qu'on est engagé à réparer ses erreurs de compréhension ou son manquement. Ah bah oui, j'étais pas disponible. Ah bah mince, j'étais pas tellement là, j'étais pas très attentive. Mais on répare. L'aspect de la réparation est fondamental dans la relation à son enfant. J'accompagne l'apaisement lorsque je me fais sensible, dans la mesure du possible. Eh bien, je ne lâche pas l'affaire lorsque l'enfant n'a pas retrouvé son homéostasie, c'est-à-dire un certain retour au calme. Et ce qu'on observe chez les enfants qui sont particulièrement sécures, c'est que la régulation, le retour à l'homéostasie, se fait en général très rapidement. D'ailleurs,
ça nous fait dire, nous, les adultes, parce que des fois on ne comprend pas grand-chose, on se dit, mais oh, il y a 1 minute 30, tu braillais comme un je ne sais pas quoi, et puis 1 minute 30 après, tu souris et tu rigoles et tu sautes de joie. Ah, je crois que tu m'as un petit peu manipulée. On va se dire ça, hein. Et bien, en fin de compte, on a tout faux. C'est-à-dire que cet enfant, eh bien, il a un bon fonctionnement de balance. Son attachement est activé, il braille, il a ce qu'il veut, il obtient le réconfort et la présence dont il a besoin, ça se désactive et il repart du côté de la joie, de l'exploration et du jeu. Et chez l'enfant sécure, c'est une balance qui se fait en quelques secondes parfois. On l'interprète mal, alors que c'est au contraire le signe d'une bonne intelligence émotionnelle et d'une machine à réguler les émotions qui fonctionne plutôt bien. Je soutiens, je rassure. C'est important qu'il entende des adultes lui dire mais tu sais, on est traversé par la colère, mais un jour ça passe. Hein. Tu sais, le chagrin, hein, ça nous attrape, hein, mais ça passe. Tout passe. Si on s'en occupe, l'émotion, elle s'apaise. C'est important qu'il l'entende, ça. Et je veille à ma disponibilité. Moi, figure d'attachement, caregiver, j'ai un intérêt à porter une attention à comment est-ce que je suis disponible à cet enfant. Est-ce que je le suis suffisamment? Ou est-ce que je suis très, très préoccupée ou très occupée ou j'ai 3000 choses à faire? C'est une question importante. Est-ce que je suis suffisamment disponible? Est-ce qu'il y a de la place en moi? Dans ma tête? Dans mon temps? Est-ce qu'il y a de la place dans ma respiration quotidienne pour être vraiment tournée vers cet enfant qui ressent? Alors je lui dis, parce que les paroles, ça enracine. Les actes sont fondateurs, mais les paroles enracinent. Mais qu'est-ce que tu ressens? Je vois que tu es triste, je vois que tu es frustré, je vois que tu n'es pas content. Je vois que pour toi, c'est terrible ce qui t'arrive. Je vois que tu es heureux, je vois que tu es en joie. Je vois que tu es impatient. Je le vois. Tu es en colère parce que l'explication, le sens. Eh bien oui, tu es impatient parce que je n'avais pas bien compris. Désolée, vraiment, mais je ne comprends pas tout le temps. Mais je cherche. Il a besoin d'entendre ces paroles-là. Je ne comprends pas tout le temps, mais je cherche. Ça va passer, je suis là. La confiance que l'on met dans la capacité à l'émotion à trouver une issue. C'est-à-dire parfois, on est très, très effracté par l'émotion de l'enfant parce que ça nous traverse, parce que ça nous chamboule. C'est un petit peu comme si, des fois, on mettait les doigts dans la prise, quoi. C'est quand même une secousse, hein, par moment. Les émotions de l'enfant, elles peuvent être très, très fortes. Et si on peut appeler en soi cette capacité un peu creuse, contenante, à dire, mais tu sais, c'est difficile. Moi aussi, je souffre. Alors, on ne lui dit pas forcément, mais on le pense. Mais ça va passer. Je suis là. Une émotion finit toujours par s'apaiser. Et on va chercher des solutions. Être sensible, c'est chercher des solutions, être créatif par moment pour accompagner l'enfant à s'apaiser, avoir les bonnes réactions, les bons gestes, les solutions qui lui parlent à lui spécifiquement. Le troisième pilier du caregiving, le partenariat. Même tout petit, et il ne reste pas petit très longtemps en plus, mais même tout petit, un enfant est un bon partenaire pour créer une relation. Regardez cette image, ce petit gars là. Vous ne trouvez pas qu'il est très intelligent à la relation?
Il adore cette image. On dirait qu'il a entamé une conversation. L'enfant est capable de ça. Il est programmé pour ça. Il est programmé pour nous dire quelque chose, pour nous signifier quelque chose. Il est programmé pour construire. Il a besoin de partenariat, il a besoin de vivre le rythme de l'altérité. L'altérité, on va en reparler lorsqu'on va parler du conflit. L'altérité, c'est nous avons chacun un monde à nous. J'ai mon monde, tu as ton monde. Et ces mondes ont la même valeur. On n'a pas la même fonction, on n'a pas la même responsabilité, on n'a pas la même place, mais on a la même valeur. C'est ça l'altérité. Et l'enfant, il a besoin, dès ses premières heures de vie, pendant très longtemps, de vivre au quotidien le rythme de l'altérité. Il y a mon monde, il y a ton monde. Il y a mon monde, il y a ton monde. Je, tu, nous. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a ce qu'on va fabriquer ensemble. C'est ça le partenaire. C'est qu'est-ce qu'on va bricoler comme relation unique. Il a besoin de vivre une attention réciproque. C'est-à-dire que dans le partenariat, on est centré sur l'enfant, mais on est aussi centré sur soi. C'est réciproque. Il ne faut pas disparaître devant l'enfant. Au contraire, il a besoin d'avoir un individu qui pense, qui ressent, qui sait pas, qui est comme ça et pas autrement. Il est fait pour s'adapter et assimiler les caractéristiques de ces figures d'attachement. Avec maman, c'est ça qui fonctionne. Avec papa, c'est ça qui fonctionne. Maman, ce qu'elle aime, c'est plutôt ça. Papa, ce qu'il aime, c'est plutôt ça. Avec papa, notre truc, c'est ça. Avec nounou, c'est plutôt ça. Il a besoin de cette réciprocité. Il est fabriqué pour avoir accès à cette complexité. Il faut lui faire vivre au quotidien la réciprocité. C'est je me centre sur toi, mais toi, tu te centres sur moi aussi. C'est chacun son tour. On a chacun une place. Il a besoin qu'on fasse les contours de ses particularités. Un peu comme on fait pour l'émotion. Il a des préférences, il a un tempérament, il a un caractère. Il est comme il a ses goûts, il a ses compétences, il a ses dons, il a ses failles. Voyons voir. Mais il a besoin de passer par un autre humain pour pouvoir se les représenter et en faire les contours de ses particularités. Et il a besoin aussi d'assimiler les particularités de la figure d'attachement. Qui est cette personne? Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut pas, dans quel état elle est, où elle va, d'où elle vient. Il a besoin de vivre que l'on fait avec lui. Et il a besoin de vivre qu'il doit faire avec vous. C'est ça la réciprocité dans le partenariat. Il y a deux. Il a besoin de vivre au quotidien, dès tout petit et pendant bon nombre d'années, la recherche de compromis ensemble. Bon, on a un problème, on n'est pas d'accord, il se passe quelque chose, il faut qu'on trouve des solutions. Voyons voir quelles sont mes solutions à moi, figure d'attachement, et quelles sont tes solutions à toi, qu'est-ce qui t'irait. L'enfant peut être très créatif si on lui laisse la place pour formuler ce qui serait bon selon lui. C'est là-dessus qu'on va faire un zoom au mois de janvier. Le compromis, et notamment en version différente. Je, tu, nous, le partenariat. Comment lui montrer?
eh bien, je fais un effort pour me représenter son monde. Ça demande un effort de se représenter le monde de l'enfant. Souvent, nous, les parents, on est un petit peu auto-centrés. On a une perception de ce qui doit être, de ce qui est valable, pas valable, de ce qui doit se faire, pas se faire, de ce qui doit se vivre, pas se vivre. Et on est un petit peu auto-centré. Il faut faire un effort pour plonger dans le monde de l'autre. Ce n'est pas forcément très évident. Mais l'enfant en a besoin. Il a besoin, à un moment donné, qu'on fasse une pause relationnelle et qu'on se dise, mais c'est comment de sa place à lui? Et il a besoin qu'on lui en dise quelque chose. Bah, peut-être que tu te dis, bah, pour toi, c'est comme ça. Je peux comprendre que ça soit comme ça chez toi. Je fais vivre nos deux points de vue. L'enfant a besoin, pour vivre cette altérité, qui est la formulation de son point de vue et la formulation de mon point de vue. Nous avons des points de vue différents. Dans la théorie de l'attachement, il y a un terme pour ça. Ça s'appelle le partenariat émergent. Ça se met en place tranquillement entre 6 et 9 mois. Le partenariat émergent, c'est lorsque on va regarder une même situation ensemble, mais notre intérêt ne se dirige pas vers la même chose. Quand on commence à prendre un livre pour lire une histoire avec un enfant, on est dans le partenariat émergent. On va pointer quelque chose sur l'image, et puis lui, avec son petit doigt, il va pointer autre chose. Ou alors, il va retenir dans l'histoire une dimension que vous n'auriez pas retenue. Et ça commence très, très tôt, ça, dans la vie de l'enfant. Pour peu que vous ayez déjà lu des histoires ou regardé des images avec des enfants, vous le savez, que très tôt, il va pointer, il va regarder, il va raconter quelque chose. On est dans le partenariat émergent, c'est l'amorce du conflit. Et c'est très intéressant qu'on puisse être le plus souvent possible avec cet enfant autour de nos deux points de vue. Nous sommes face à la même situation, à la même image, au même événement, mais nous ne percevons pas la même chose. Et c'est normal. Lui faire vivre ça de façon très concrète et illustrée tous les jours, c'est un gage de confiance. C'est un gage de sécurité. Il met à l'intérieur de lui la certitude que son point de vue a autant de valeur que n'importe quel autre point de vue. Et qu'il n'est pas dangereux de s'ouvrir au point de vue de l'autre aussi. J'amorce un ping-pong relationnel. Ping-pong, ping-pong. Quand on est dans la discussion avec l'enfant, il met à l'intérieur de lui la certitude qu'il est le bienvenu dans l'espace de la relation. Et c'est gage de sécurité. Je suis sûre que ça vous paraît évident. Je vérifie, moi, figure d'attachement, je vérifie que je respecte son tempo. C'est bien si on est sensible au tempo de l'enfant. L'idée, c'est de ne pas se faire intrusif. Être trop là ou dans le lâchage, pas assez là. C'est pas forcément évident de sentir le tempo de l'enfant. Ça demande un petit peu de sensibilité, un petit peu de subtilité. Il faut observer, il faut sentir. C'est pas forcément évident. Aussi parce qu'on est forcément auto-centré. On est dans son monde. Et puis, on a un timing à assurer. Il faut aller chez la nounou, il faut aller au boulot. Il faut mettre la lessive en route, etc., etc. Bref, on est dans notre monde, nous, les adultes. Hein. Mais se poser la question à un moment donné de est-ce que je suis trop là? Est-ce que je le sollicite trop ou pas assez? Ou est-ce que je ne suis pas assez là? Est-ce que l'interaction, elle est dans le bon rythme? Ça peut être une bonne question à se poser. Je vérifie que je me respecte. Moi, figure d'attachement, parce que j'ai le droit de dire non, avec moi, ça ne marche pas.
Ça, moi, ce n'est pas un registre sur lequel ça va fonctionner avec moi. Ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Donc, je me respecte. Je donne de la valeur à mon monde. Je cherche à le connaître, lui, et je me fais connaître de lui, moi. Et je chemine avec lui vers des arrangements. Les arrangements, c'est un autre mot pour dire compromis, solution, résolution de conflit. Et c'est là qu'on fera un zoom au mois de janvier. Tout se passe bien, Coralie? Je continue. Vous avez la tisane, vous aussi? C'est vrai que moi, je parle, mais je m'hydrate aussi. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Ces paroles qui enracinent l'enfant dans son identité, dans un lien à un autre humain. Ce que tu as à me dire m'intéresse. Je me dis que tu te dis, ça c'est aussi très important. L'enfant, il a besoin de sentir qu'on fait en sorte de se représenter ce qu'il se dit, ce qu'il vit, quel cinéma il y a à l'intérieur de lui. Je me dis que tu te dis. Ce sont les états mentaux dans la théorie de l'attachement. Mais moi, j'ai préféré le dire comme ça. Je veux partager des moments avec toi. Il a besoin de sentir que être avec lui, eh bien, c'est agréable et que dès qu'on en a l'occasion, eh bien, on en profite. On est toujours dans le suffisant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit Disneyland tous les jours, à chaque seconde. Hein. C'est pas ça. Hein. On est toujours dans le suffisant. C'est très important. Tu veux jouer avec moi? Eh bien, si on a la possibilité de jouer avec son enfant, c'est vraiment une très, très bonne idée. Parce que forcément, dans le jeu, il y a le toi, il y a le moi, il y a le nous, il y a les règles, il y a ce qu'on fait ensemble, il y a ce qu'on bâtit, il y a ce qu'on y raconte, il y a ce qu'on crée ensemble. Et c'est vraiment le jeu, c'est vraiment un espace d'interaction. Qu'est-ce que je lui dis d'autre? Ah, je vois que tu n'as pas le même avis. C'est important, même si on ne va pas aller dans son sens, de lui signifier qu'on a vu qu'il n'était pas forcément d'accord et qu'il aurait préféré autre chose. Mais peu importe, ça ne sera pas comme il voudra, hein, mais on a remarqué. Je vois les choses autrement. Ou alors, je vois les choses comme toi. Ah, sur ce point, nous sommes d'accord. Ça aussi, il a besoin de l'entendre. Ça, moi, j'aime bien. Je vois bien que tu préfères ça. C'est notre petit truc à nous. Dans le partenariat, c'est important de pouvoir aussi identifier qu'est-ce qui fait la spécificité de notre relation. Cette relation, il y a le je, tu, nous, c'est unique. La relation qu'une maman va créer avec son enfant n'est pas la même relation que le papa va créer avec son enfant, que la nounou va créer avec l'enfant. Et il y a forcément des petits trucs qui sont spécifiques à cette relation. Et l'enfant, il est friand de ça. Et ça, c'est générateur de sécurité, ça aussi. Alors, l'attachement, le lien vital, les postures de la figure d'attachement, en bref, la proximité, la sensibilité et le partenariat. Et avec ça, dans le suffisant, il y a de grandes chances que ça crée un lien d'attachement plutôt sécure. Le protéger physiquement, mais émotionnellement aussi. On sait que les débordements émotionnels chez l'enfant peuvent avoir des dommages graves. Le faire exister et exister face à lui.
Et on retrouve cette notion de co-construire la relation, cette relation spécifique, grâce au partenariat qu'on aura mis en place. Un petit détour du côté du porte-avions. On l'aime trop, cette métaphore. Le petit avion, il n'a qu'un vœu, c'est partir en mission. C'est son boulot. Le petit avion, c'est la métaphore de l'enfant qui a pour objectif de découvrir le monde. Hein. Ce qu'il veut, l'enfant, l'humain, quand il naît, il n'a qu'une envie, lui, c'est d'apprendre, c'est de découvrir. On n'est pas fait pour rester statique. On n'est pas fait pour ne pas évoluer. Rien n'est fait à l'intérieur de nous pour nous laisser dans un état initial. Tout est fait chez nous pour qu'on puisse évoluer, grandir et se construire. Et ça, jusqu'à la fin de nos jours. Mais il va pouvoir partir en mission, ce petit avion, se tourner vers l'exploration, que ce soit les apprentissages, l'exploration motrice ou à un moment donné de sa vie, une exploration plus intérieure, ce que je pense, ce que je rêve, ce que je crée. Eh bien, il pourra le faire que s'il sait qu'il y a le porte-avions, c'est-à-dire la figure d'attachement, qui veille. Ça, c'est gage de sécurité. Et cette métaphore du porte-avions, je vais l'utiliser sur plusieurs diapos, parce que je trouve que ça image vraiment très très bien les choses. Alors, le petit avion, il dit « Surveille-moi, limite-moi, laisse-moi revenir, soutiens mon exploration, donne-moi confiance dans ma capacité à partir en mission, fais-moi vivre l'inconditionnel. » L'inconditionnel, c'est lorsque le porte-avions, la figure d'attachement, fait vivre à son enfant que, quel que soit ton état, je t'accueille. Tu es en rage, tu es en colère, tu es triste, tu es joyeux. Peu importe ton état, je t'accueille. Vous imaginez bien que le petit avion, s'il part en mission et qu'il est en difficulté à un moment donné, il se retourne vers son porte-avions, mais alors là, mince, il dit, bon alors, je ne peux pas y aller comme ça, spontanément. Il faut que je sois dans un certain état pour avoir le droit d'atterrir. Là, pour le coup, le petit avion se sentirait à un moment donné en suspens, en interrogation, et pas très sûr d'avoir le droit de se poser. L'inconditionnel, c'est ça. C'est un peu comme une disponibilité sans condition. Accueille ce mouvement en pétale. Lors de la première conférence, j'ai pu expliquer que ça faisait une espèce de pétale. Le porte-avions est ici, le petit avion s'envole, mais il faut qu'il revienne. Et au départ, la pétale est très petite, parce que l'enfant n'a pas la motricité, par exemple, donc forcément, son périmètre d'exploration est très petit. Mais quand il a la motricité, eh bien, son périmètre d'exploration augmente. Et puis, lorsqu'il devient un peu plus grand, son périmètre augmente encore. Quand il devient encore plus grand, ça s'éloigne. Et à l'adolescence, ça fait un gros, gros voyage. Mais un adolescent qui s'éloigne de sa base de sécurité et qui s'éloigne de façon conséquente de sa base de sécurité, il le fera de façon plus sécure s'il sait que quel que soit son état, il va pouvoir revenir se poser sur sa base de sécurité. Donc, il va pouvoir avoir accès à son parent, à sa figure d'attachement, quel que soit son état, quoi qu'il ait fait. Fais-moi vivre l'inconditionnel, accueille ce mouvement en pétale, mets-toi entre moi et le danger. Ne me laisse pas faire n'importe quoi. Qu'il dit, le petit avion, à son porte-avions. Il a besoin aussi
d'avoir un ordre de mission. Ça aide, ça borde. Tu vas pas n'importe où. Tu sors pas de la maison et puis, ben, écoute, hein, tu prends une carte, une boussole et puis hop, tu reviens comme tu peux. Non, c'est délimité. Tu as le droit d'aller jusqu'ici. Et puis après, tu reviens. Et puis, bien évidemment, le périmètre d'exploration va augmenter avec l'âge et avec les compétences et avec la sécurité de l'environnement. L'enfant a besoin d'un ordre de mission de la part de son porte-avions. Fais le plein de carburant. Il a besoin de sentir qu'il a mis à l'intérieur de lui l'énergie. L'énergie ou le lait, la nourriture relationnelle affective nécessaire. C'est ça le carburant chez l'humain. Parfois, les enfants, ils sont au parc, ils s'éloignent de leur figure d'attachement, et puis d'un seul coup, aller savoir pourquoi, on n'en sait rien, mais c'est forcément légitime. Ils ont tout simplement besoin de revenir à leur base de sécurité. Pour faire quoi? Rien, juste pour prendre un peu de carburant, un peu d'énergie, un peu de présence, et hop, c'est reparti. Et ce mouvement en pétale, eh bien, c'est un mouvement naturel que nous avons à l'intérieur de nous. Nous sommes programmés pour ça. Et au mieux, la figure d'attachement, le caregiver, accepte ce mouvement en pétale perpétuel, même s'il n'y comprend pas toujours quelque chose, eh bien, au plus, c'est un gage de sécurité pour l'enfant. Donne-moi la météo. Vous imaginez bien que le petit avion, s'il part à l'aveuglette comme ça, et qu'il ne sait pas qu'il va y avoir des nuages ou de la pluie ou un soleil de plomb, eh bien, ça ne va pas le rassurer de ne pas savoir quelle météo il va avoir. Donner la météo, c'est dire à l'enfant, eh bien voilà, grosso modo, ce qui va t'arriver, comment on va s'y prendre, ce qu'on attend de toi, ce qu'il va se passer. Ramène-moi si le temps se gâte. Si le porte-avions, le parent, voit que l'environnement devient hostile, que ce soit physiquement ou psychologiquement, l'enfant a besoin de vivre que son parent le ramène à la base. Comme le petit avion a besoin d'entendre à la radio, attention, tu vas être en danger, reviens tout de suite. Laisse-moi me poser. Répare les dégâts. On est obligé de se cogner à la vie à un moment donné. L'exploration, ça peut faire mal. On fait des expériences qui ne sont pas forcément très joyeuses par moments, même voire douloureuses. Le petit avion, l'enfant, s'il a la certitude à l'intérieur de lui que, quelle que soit sa blessure, il va pouvoir venir se poser et qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de lui, qui va prendre le temps de réparer, de penser, d'adoucir, eh bien ça aussi, c'est un gage de sécurité. Vous imaginez bien que le petit avion, il a quand même moins peur de partir en mission, en sachant que s'il ramasse quelque chose en vol et qui abîme sa carlingue, eh bien, il y aura un secours, c'est obligé. Forcément, il a moins peur de se lancer à l'aventure. Recalcule une mission, c'est le fait que le porte-avions tienne compte que ce petit avion, au fur et à mesure de ses expériences d'exploration, de mission, il gagne en compétences, il gagne en savoir-faire, il gagne en force, pourquoi pas, en endurance, et donc que la mission, elle doit être évolutive. Elle doit tenir compte de ce que ce petit avion apprend à faire avec le temps, ce que l'enfant apprend à faire avec le temps. Et par moment, l'évolution d'un enfant, ça va très très vite. Et par moment, ça stagne. Donc recalculer la mission, c'est recalculer la mission de ce petit avion-là qui est dans une évolution particulière, la sienne, qui est unique. L'attachement, le lien vital, les postures parentales, le caregiving sécurisant.
se faire proche, être sensible, être partenaire, être base de sécurité. Et le caregiving sécurisant, il est aussi prévisible. Le porte-avions, il dit « Je suis souvent constant, je donne de l'info, je préviens ». Et donc, le petit avion peut se dire « Je sais quelle va être sa réaction ». Il met à l'intérieur de lui des schémas de réaction assez typiques. Il n'est pas surpris. L'incertitude de la réaction du parent peut être source d'inquiétude. Le caregiving sécurisant, il est accessible. Je dis comment me joindre, je dis quand je reviens. Il peut me solliciter. Il a les moyens de revenir vers moi. Même si c'est un contrat de retrouvailles. Tu restes chez papy et mamie, et dans 3 dodo, je reviens. Si tu as besoin, tu m'appelles, je t'appellerai à telle heure, etc. Nous avons des moyens tu as des moyens de me solliciter, de revenir vers moi. Le petit avion, l'enfant, se dit, je peux le joindre, je sais où le trouver, je connais nos modalités de retrouvailles. Ça, c'est gage de sécurité. Le caregiving sécurisant, il donne une réponse adéquate avec ce souci de réparation quand on se trompe. S'il a besoin de carburant, je lui donne du carburant. S'il a besoin de météo, je lui donne la météo. Ça veut dire que le caregiver a fait ce travail de compréhension du besoin spécifique de son petit. Sa réponse correspond à mon besoin. S'il se trompe, il réajuste. Je peux dire ce qu'il me conviendra. Le caregiving insécurisant, je l'ai imagé comme ça. Vous voyez le porte-avions avec l'interdiction de stationner et la croix? Vous voyez la tête qui fait, ce petit avion? Il n'est pas rassuré. Hein. Eh bien, pour le petit avion, c'est insécurisant de partir en mission et de se dire, si j'ai besoin et que je reviens vers mon porte-avions, peut-être qu'il y aura une interdiction de stationner ou un « ah non, pas comme ça, tu ne reviens pas dans cet état-là, tu n'as pas le droit ». Donc, c'est insécurisant si le porte-avions se dit là, pas là, et oh, on verra bien. Hein. Et c'est pas quand tu veux, petit avion, je ne suis pas à ta disposition. Tant pis pour lui, il verra bien. Oh, t'éloigne pas, le monde est dangereux. Tu ne sauras pas revenir, alors ne décolle pas du porte-avions, reste. Ça aussi, c'est insécurisant. Parce qu'on ne retrouve pas la balance. Réassurance, exploration. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Si le porte-avions dit, si le parent dit, écoute, il y a quand même plus intéressant que s'occuper de toi dans la vie, là, pour le coup, pas besoin de faire de grands discours pour savoir que ce n'est pas gage de sécurité. Et si le porte-avions dit, j'aime pas les avions en détresse. Moi, les émotions négatives, je ne veux pas en entendre parler. Ça, pour le coup, l'enfant se retrouve dans une situation où, sachant que son parent n'est pas dans l'accueil de ses émotions négatives de façon inconditionnelle, il va se retrouver avec un matériel existentiel à gérer tout seul, alors qu'il est immature pour le faire. Le petit avion se dit, pas sûr qu'il soit là, mieux vaut pas dire quand j'ai besoin, je m'éloigne, je verrai bien. Il n'y a que l'émission dans la vie. Partons droit devant, sans se retourner. On a tendance, nous les adultes, à se dire qu'un enfant qui part tout droit devant, sans se poser de questions, sans se retourner, c'est un enfant qui a confiance en lui. Or, les observations en clinique ont montré
que cet enfant, même s'il part de façon indifférente, tout droit devant et qu'il ne s'occupe pas des adultes, il a à l'intérieur de lui toutes les doses de cortisol et d'adrénaline qui montrent qu'il est en stress. Donc, c'est une illusion de confiance. Je vous avais évoqué aussi l'attachement désorganisé lors de la première conférence. C'est une notion qui est pas facile à aborder, mais néanmoins, je pense que c'est important de ne pas passer à côté. On peut avoir un caregiving désorganisant. À quoi ça ressemble un caregiving désorganisant? Regardez ce porte-avions. Hein? Il ne donne pas envie. Hein? Il ne donne pas envie de se poser. Hein? On se dit, oulala, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'ai besoin de ce porte-avions? Eh bien, c'est exactement ça. La situation relationnelle qui va être désorganisante pour l'enfant, c'est cette situation où, se sentant en détresse, il se retourne vers ce parent, mais il est terrorisé par ce parent. Donc, il reste enfermé dans cette espèce de double terreur. Alors, un caregiver désorganisant, un porte-avions désorganisant, qui ne permet pas la construction d'une représentation de soi et des solutions interpersonnelles, eh bien, c'est un porte-avions qui fait peur. Vous imaginez ce porte-avions, plutôt que d'être dans un accueil inconditionnel, il sort les canons. Si tu t'approches de moi, petit avion, je te dégomme. Donc, c'est un porte-avions qui fait peur, c'est un porte-avions qui menace, c'est un porte-avions effrayé aussi par l'arrivée du petit avion. C'est un porte-avions qui intruse, c'est un porte-avions qui blesse, ou bien c'est un porte-avions qui disparaît, qui s'efface. Que se dit le petit avion? Que se dit l'enfant dans ces circonstances? Celui qui doit me protéger me fait peur. Celui qui doit prendre soin de moi me fait mal. Celui qui doit être là s'efface. Et je n'ai plus cet autre humain sur lequel j'ai besoin de m'appuyer pour exister. Donc c'est vertigineux. J'espère que ça va pour vous, que ce n'est pas trop d'informations d'un seul coup. Mais vous me le direz un petit peu après. La désorganisation, c'est vraiment cet instant où l'enfant va se dire « Attendez, je bouge mon petit carré qui m'empêche de voir mon PowerPoint. » C'est le moment où le petit avion se dit « Je ne sais pas comment faire face, je n'ai pas de solution, j'ai peur. » La situation désorganisante, c'est la situation où l'enfant ne sait plus comment s'y prendre. J'avais envie de vous faire un petit rappel sur quelque chose que nous avons vu dans la première conférence, qui s'appelait « Vie et transformation du lien d'attachement ». Le lien d'attachement se transforme, il suit le développement de l'enfant et les besoins de l'enfant évoluent. Les besoins d'un enfant de 3 semaines n'est pas les mêmes besoins que d'un enfant de 2 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 20 ans. Ces besoins évoluent. Donc, les réponses du caregiver doivent évoluer. Et la compréhension du monde de l'enfant doit évoluer elle aussi. Pour être la plus concrète possible, j'ai fait quelques diapos. 1, 2, 3, 4.
4 diapos pour illustrer 4 situations d'observation de parents. Petit temps d'observation, de réflexion. Je vous les propose. Je me dis, moi, figure d'attachement, caregiver, mon enfant est plutôt sécure. Il partage ses émotions négatives avec l'adulte. Il sollicite une régulation auprès de l'adulte. Alors, pas tous les adultes, hein. Ces figures d'attachement. Il se régule assez vite. Vous savez, l'équilibre entre la balance émotion, exploration, il se régule. Tac, tac, allumé, éteint. Il se tourne vers le monde avec une certaine confiance, mais aussi avec une certaine retenue. L'enfant sécure, ce n'est pas l'enfant qui trace loin devant. L'enfant sécure, c'est l'enfant qui va dire tu crois que j'y vais là? Oui. Et si ça ne me va pas, est-ce que je peux revenir? Ça, c'est un enfant sécure plutôt. Donc, il montre de la retenue, de l'hésitation. Il dit et affirme assez bien qui il est. Je veux pas, je peux pas, c'est pas le moment pour moi. Ou au contraire, c'est le moment pour moi. Et je vois qu'il développe des compétences relationnelles et je le vois grandir et vivre l'altérité avec ses petits copains et avec les autres. Un enfant qui se soucie de ce que l'autre pense, de ce que l'autre ressent, qu'il en tient compte, qu'on l'aide à en tenir compte et qu'il réalise, eh bien, là, pour le coup, on est plutôt du côté de la sécurité. Alors, côté parent, eh bien, je peux me réjouir. C'est chouette, c'est un moment où il faut célébrer ce genre de situation. Donc, je me réjouis de cette base de confiance qu'il a en lui. Je poursuis. Je me questionne sur son évolution, parce qu'un enfant est toujours en perpétuelle évolution. Donc, j'ai intérêt à renouveler mes connaissances de ses besoins, de ses caractéristiques. Je le suis pas à pas. C'est une découverte, toujours, de suivre l'évolution d'un enfant. Je veille à ma propre disponibilité, moi, figure d'attachement. Je prends soin de moi, parce qu'en tant que base de sécurité, je suis la priorité. Imaginez un petit avion qui part en mission et qui revient et qui retrouve un porte-avions complètement délabré. Ce ne serait pas gage de sécurité. Le parent, le caregiver, a tout intérêt à bien veiller à sa propre santé émotionnelle, psychique, physique, pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir accueillir ce petit avion, cet enfant. Et j'assure des relais quand je défaille, parce qu'on a le droit de défaillir aussi. Et l'idée, c'est d'assurer les relais. C'est aussi transmettre la responsabilité lorsqu'on n'est plus en mesure de l'assurer. Ça aussi, c'est gage de sécurité pour l'enfant. Mon enfant me semble insécure, évitant. Là, pour le coup, avec ce jargon, je vous renvoie à la première conférence où j'ai expliqué très précisément ce que c'était que insécure, évitant. Quelques exemples pour vous le rafraîchir la mémoire. Il ne montre pas ses émotions négatives. Bah oui, le porte-avions, il a fait non, pas comme ça. C'est pas inconditionnel ton retour à la base. Il semble préférer se débrouiller seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'un enfant qui aime faire des expériences seul, c'est insécure. Ça ne veut pas dire ça. C'est systématiquement, cet enfant veut faire seul. Systématiquement, lorsqu'elle est en difficulté, il ne demande pas d'aide. Là, pour le coup, on va peut-être se poser la question d'une certaine insécurité. Il est surtout tourné vers l'extérieur. Donc, c'est l'enfant qui va droit devant, qui ne se retourne pas. Même quand il devrait être troublé. Ah, il y a un micro allumé. Merci. Il est surtout tourné vers l'extérieur, même quand il devrait être troublé. C'est-à-dire qu'on observe cet enfant et on se dit, mais là, il devrait être inquiet, là. Eh bien non. Il trace. Il manque de retenue avec les étrangers. Ce n'est pas forcément un signe de sécurité. Il n'exprime que peu son point de vue.
Il s'isole quand il a des soucis. Il n'ose pas venir me voir. Si j'observe ça de mon enfant, je me dis peut-être qu'il est un peu insécure évitant. Je ne m'inquiète pas, c'est pas très grave. Rappelez-vous que l'insécurité, c'est un facteur de risque. On est un tout petit peu moins équipé, mais ça n'est absolument pas de la pathologie. Je me questionne sur mon propre rapport aux émotions négatives. Tiens, moi, figure d'attachement, est-ce que je suis très à l'aise avec les émotions négatives, avec la colère, la tristesse, le chagrin, la frustration? Ah, peut-être pas. J'essaye de gagner en vocabulaire émotionnel. Avoir la culture émotionnelle, ça s'apprend. J'emprunte des livres sur les émotions et j'essaye de discuter avec l'enfant sur la base d'illustrations. J'essaye de discuter plus avec mon enfant, surtout quand je le vois qu'il a des soucis. Quand il a des soucis, je vois qu'il a des soucis, ou que je me dis, avec ce qu'il vit, il devrait être soucieux. Il ne m'en donne pas beaucoup de signes, mais c'est ce que je comprends. Je me questionne sur ma propre enfance, ça peut être pas mal. Tiens, quand j'étais petit, moi, est-ce que j'avais le droit de dire que je n'étais pas d'accord? Est-ce que j'avais le droit de chouiner? Je cherche comment être plus proche de lui. Je vais engager de l'énergie dans la proximité physique, mais aussi psychologique, le premier pilier qu'on a vu ensemble. Autre hypothèse, l'avant-dernière, mon enfant me semble insécure, ambivalent, résistant. Je vous renvoie à la première conférence où j'ai très précisément expliqué ce que c'était. Il a beaucoup de mal à se réguler. L'émotion, elle est envahissante. Le système d'attachement ne s'éteint pas. Il semble inquiet, mais inquiet de façon conséquente, un petit peu tout le temps. Et il reste accroché. Il s'en remet toujours à l'adulte, un peu comme s'il n'était pas compétent. Il semble avoir peu confiance en lui. Il ne semble pas trop s'aimer. Et le monde extérieur lui semble démesurément inquiétant. Si j'observe ça chez mon enfant, je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas très grave. Je vous rappelle que l'insécurité, c'est une stratégie, c'est structuré, sauf que l'enfant n'est pas aussi bien équipé émotionnellement et relationnellement que s'il était plus tourné vers la sécurité. J'essaye de me faire plus constant dans ma présence. Cet enfant, s'il en est arrivé à une certaine insécurité du côté de l'ambivalent résistant, c'est qu'il n'a peut-être pas suffisamment pour lui eu de réponse constante de la part de sa figure d'attachement. Je me fais rassurant, mais sans plus. Je ne monte pas dans les tours en même temps que lui. Je me fais rassurant et constant. Je le rassure sur ses compétences. Je me questionne sur ma propre sécurité intérieure. Est-ce que j'aurais des peurs? Je le soutiens pour plus d'autonomie, rétablir la balance. Vous voyez, qu'il ne soit pas accroché, mais qu'on puisse faire, pousser vers l'autonomie, l'exploration. Et je partage plus sur le sujet des émotions, mais je cadre aussi, je limite. Autre possibilité, mon enfant est sujet à la désorganisation. C'est possible qu'un enfant soit particulièrement bien intégré dans la majeure partie de sa vie, mais par moment, il se désorganise. C'est possible. Il prend soin de moi et il cherche à me materner, par exemple. Ou alors, il prend le contrôle de la relation. Un peu comme si le parent va décrire « mais moi j'ai l'impression d'être menée par le bout du nez par cet enfant qui donne le tempo de la vie de famille. J'ai l'impression qu'il mène, qu'il me tient. C'est lui qui m'accroche. Il m'accroche, en général, c'est de façon négative. Face à lui, je perds le contrôle trop souvent.
c'est une insatisfaction que c'est souvent partagée. Les crises ne cessent d'augmenter. Il casse, il se fait mal. Il cherche la punition de façon systématique. Dans la théorie de l'attachement, on appelle ça contrôlant punitif. Il contrôle par la punition, ou alors il se retire de la relation, il s'efface. Dans ces cas-là, je cherche de l'aide auprès d'un thérapeute. C'est important de ne pas rester seul dans ces cas-là. Je cherche des personnes autour de moi, dans mon environnement, qui vont être attentives pour me soutenir. Je rappelle que la figure d'attachement, c'est la priorité. Une figure d'attachement sécurisée, c'est un porte-avions qui va être plus accueillant et plus réceptif. Je me pose des questions sur ma propre souffrance. Là où l'enfant est désorganisé, on trouve forcément, je dirais, une souffrance du côté du parent. C'est important de s'en occuper, la priorité étant le porte-avions. Je rassure mon enfant, je vois que tu es en difficulté. Je revisite mes jugements à son égard. Ce n'est pas un mauvais enfant, ce n'est pas un méchant enfant. Et j'essaye de le voir comme un enfant fragile et j'essaye de lui porter un secours. Donc on revient à quelque chose qui est du côté de la sensibilité. Tu es terrible, tu me fais vivre l'enfer. Quand tu casses tout, quand tu te fais du mal, mais là pour le coup, je vois que tu es en difficulté et nous allons trouver des solutions. J'ai voulu finir par les challenges des caregivers. Et ensuite, on aura un temps, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, je n'ai pas été trop longue. Pas du tout. Le challenge des caregivers, en bref, c'est savoir créer des conditions propices au déploiement des postures sécurisantes. C'est-à-dire, ça ne s'invente pas. Hein. Je veux dire, un bon caregiver, c'est un caregiver qui s'est mis dans des situations environnementales, émotionnelles, psychologiques, propices à donner le meilleur de lui-même. Un caregiver qui est malmené, forcément, ne pourra pas mobiliser à l'intérieur de lui toutes ses compétences de caregiver. Et ce, lors des premières années de la vie de l'enfant. Entre nous, les premières années, c'est les 16 premières années. Hein? Bon, maintenant que j'ai dit, tout va bien. Et oui, il faut, voilà, hein, à l'échelle d'une vie, il faut passer un petit peu de temps. Autre challenge des caregivers, c'est de créer l'alliance parentale. Et je dirais même de créer l'alliance avec les 3 figures d'attachement de l'enfant. S'il y en a 3, s'il y en a 4, peu importe. Souvent, il y en a 3 principales, à dire. Celles qui gravitent, hein, un noyau privilégié dans la vie de l'enfant. Eh bien, au mieux, c'est de créer de l'alliance. Se mettre d'accord, harmoniser un petit peu les réponses, harmoniser les considérations. Et ce, même en cas de séparation. Gros challenge. Organiser la garde de l'enfant, et ce, en se souciant des besoins d'attachement de l'enfant petit. Jusqu'à 5 ans, organiser les gardes de l'enfant, on ne devrait être soucieux que du bien-être de l'enfant et pas de l'organisation des parents ou du confort du planning des parents. Si on souhaite mettre toutes les chances du côté de la création d'un sentiment de sécurité chez cet enfant. Pour finir, veiller à notre propre stabilité émotionnelle, nous, les caregivers, les adultes, et ce, afin de garder un bon niveau de disponibilité à l'enfant.
C'est-à-dire que si le caregiver est malmené, trop malmené dans la vie, eh bien forcément sa disponibilité à cet enfant et sa sensibilité va être impactée. Donc la priorité, elle est là. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai remis sur cette diapo quelques extraits de diapos de la première conférence. Vous les reconnaissez, ce sont celles qui sont roses, avec les notions de figure d'attachement, de balance, de cercle de sécurité, de la jauge entre sécurité, ambivalent, évitant, les petites îles qui venaient illustrer les stratégies. Alors, en tout cas, merci beaucoup Sonia, parce que c'était passionnant. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Très chouette. Ah oui, non, sincèrement, et merci parce qu'on a eu l'impression, c'est vrai, le fait de se voir, d'être que toutes les trois, mais non, on sait qu'il y avait du monde. Et d'ailleurs, il y a déjà des commentaires. Alors, il y a Michel qui vous dit magistral Sonia, claire, synthétique, efficace. Voilà, là, Michel. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est très éclairant de la part de Chantal Cochet. Totalement, voilà. Donc, et sincèrement, je pense qu'on se retrouve et je trouve que ça donne beaucoup de force, en fait, votre discours. Là, je veux vous dire, en tant que professionnelle et que maman, tout simplement, parce que déjà, je me dis que j'ai encore quelques années avant d'arriver aux 16 ans, plus beaucoup. Il va falloir que je fasse attention. Et c'est vrai que ça nous permet de se repositionner et puis d'avoir un autre regard et c'est très, très agréable. Enfin, moi, je vois beaucoup de positifs, même s'il y a beaucoup de questionnements et beaucoup d'idées se disant peut-être qu'on n'a pas toujours été à la hauteur, ça c'est certain, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de saisir aussi ce qu'on a peut-être réussi à mettre en place pour que nos enfants, ils s'envolent pour de bon à un moment donné, même si j'espère qu'ils feront un grand pétale et qu'ils reviendront quand même de temps en temps. Une grande pétale, pardon. Eh bien, forcément, il y a toujours un retour à la base. Même si le porte-avions dit oh là là, il est parti depuis très très longtemps, et en plus très très loin, hein, mais il y a toujours un retour à la base. Oui, on peut imaginer que si la base est sécurisante un temps, elle l'est pour toujours et cette notion sera, quel que soit l'âge, même au-delà des 16 ans, ils reviendront toujours. Tout à fait. On a Laurence Paris qui est venue, qui est intervenue pour les Saint-Exupériens et on est vraiment ravis qu'elle soit là, qui dit quelle clarté, comme j'aurais aimé vous écouter il y a 30 ans. Oh Mélanie qui dit merci, c'est très instructif et aidant. Voilà. Et Sylvie qui dit vous m'avez apaisée. Je trouve ça très beau. Oui. Ah, oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Ah, je suis ravie. Oui, c'était très agréable, très apaisant pour nous tous d'écouter ce que vous avez eu à nous dire. C'était très clair et je pense qu'il y avait un message très positif à travers tout ce que vous nous avez amené. Même les moments difficiles, même les choses qu'on pouvait, nous, avoir une connotation plutôt négative, vous avez su nous le faire passer à travers quelque chose de positif. Et ça, c'est très encourageant, très valorisant pour nous tous. Qui sommes là à vous écouter et qui avons certainement pour beaucoup un lien avec les enfants. Donc, merci pour ces encouragements et puis pour ça. Votre voix nous aura bien aidés et nous guidera, je pense, très longtemps encore. Et n'hésitez pas, surtout, il y a Célia aussi qui écrit merci beaucoup. Alors, mais peut-être aurais-je plutôt une réponse en janvier. Mais si l'enfant enfreint la règle, comment lui faire comprendre que c'est pour sa sécurité alors qu'il ne le comprend pas sur le coup? Faut le faire comme ça. Je vois bien que tu n'es pas content. Je vois bien que tu ne comprends pas mon attitude, mais c'est pour ta sécurité. Donc non, ça sera comme ça. Mais je comprends que tu sois furieux contre moi, que tu m'en veuilles. Il n'y a aucun souci. Mais non, tu n'iras pas pour autant. Le porte-avions, il se doit de dire au petit avion, non mais avec la météo qui se gâte comme ça, tu ne décolles pas.
Et le petit avion impatient, un peu fougueux, va vouloir décoller. Mais le porte-avions dit non, je t'attache s'il faut. Et ça, c'est gage de sécurité avec le temps. Oui, même s'il trouve ça injuste, comme d'ailleurs précise Célia après. Absolument. Mais le sentiment d'injustice, c'est un sentiment intéressant à accueillir en disant oui, je vois bien que c'est injuste pour toi, que tu le prends très très mal, même que tu es vexé. Je le vois. Je le comprends. Et je l'entends. Oui, je l'entends, je le vraiment. comprends. Mais ça sera non. Ou ça sera comme ça. Ça, c'est gage de sécurité aussi. Alors, si c'est dans toujours pareil, hein, c'est beau et nuance, hein, si c'est effectivement dans une juste dose, c'est-à-dire que s'il n'y a que des réponses qui viennent dire à l'enfant non, tu ne décolleras pas du porte-avions, il fait beau, non mais la météo va se gâter quand même. On ne le voit pas, il n'y a pas de nuages, mais la météo va se gâter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est il faut que ce soit approprié et cohérent par rapport à la réalité de l'environnement. Alors, message de Louison qui nous demande, et l'enfant qui a 2 porte-avions de couleurs très différentes l'une de l'autre, comment ça se passe pour cet enfant? Alors, il va développer des compétences. C'est possible hein, qu'il déploie des compétences qui sont le reflet des 2 porte-avions. Il est capable, l'enfant, hein, d'assimiler un certain nombre une grande complexité. Il va s'adapter. Oui. Il va s'adapter et adapter aussi son comportement en fonction de ce qu'il aura en face de lui, certainement. Tout à fait, ouais. Alors, c'est mieux si les deux porte-avions, même s'ils sont très différents, sont dans ce respect, sont dans cette altérité. C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer l'exemple. C'est-à-dire que l'altérité, c'est nous avons tous de la valeur. Nous sommes tous différents, mais nous avons tous de la valeur. Et du moment que les actes d'un parent, les comportements d'un parent ne sont pas néfastes, a priori, c'est permis d'exister autrement, quoi. Donc, faire vivre l'altérité, c'est aussi signifier à l'enfant, mais oui, du côté du père ou du côté de la mère, c'est vraiment pas la même couleur, mais ça a sa raison et ça a sa légitimité tout autant. Alors, juste petite question technique, est-ce que vous pourriez couper le partage d'écran? Comme ça, on vous verra un petit peu mieux, parce que vous avez votre PowerPoint qui est… Alors, mon PowerPoint, j'avais mis quelques… Ah, pardon. Voilà, c'était la petite dernière diapo, puis après, je vous l'enlève. Donc, je vous ai orienté vers un bouquin que j'ai beaucoup aimé. C'est une BD, c'est Ma vie de bébé. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et pour tous les parents qui se questionnent sur la théorie de l'attachement, sur le développement neurologique de l'enfant, du bébé, et puis des préoccupations des parents, vraiment, mais achetez ce livre, quoi. C'est une merveille. Nicole Guédonné, l'attachement, lien vital, Yakapa, Yapaka, je mélange toujours les deux. C'est un livre tout petit, téléchargeable. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, s'il y a un truc que vous devez avoir, c'est celui-là. Ça fait une 20aine de pages, donc c'est très, très facile à lire. Et puis, 2 petits cahiers d'exercices. Petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle. Ah oui. Pourquoi pas. Oui, et puis, petit cahier d'exercices de communication non violente. Qui reprend aussi toute cette dimension de mon monde à moi, son monde à lui et les caractéristiques des mondes et du lien à un moment donné qui peut exister entre les mondes.